Bien, bonjour tout le monde. Il est midi 5, donc on va commencer tranquillement la rencontre d'aujourd'hui, si les gens vont se brancher tranquillement à la rencontre. Donc aujourd'hui, à ce 05 PF, on discute de l'apprentissage par le jeu, comme le jeu comme outil d'apprentissage chez l'adulte plus précisément. Et notre invité d'aujourd'hui est Simon Jutras, qui est designer chargé de projet chez Locomus, qui a contribué à plusieurs des projets des jeux ici à la FCO, donc en collaboration avec notre équipe pédagogique. Il va nous parler de chacun d'eux. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de certains de nos jeux à la TCO, vous êtes curieux d'en apprendre davantage, que ce soit l'apprentissage par le jeu ou de nos jeux plus précisément. Donc, je vais laisser Simon se présenter puis débuter la présentation d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour ce petit webinaire sur l'heure du dîner. Effectivement, on va regarder un peu comment le jeu peut être un outil d'apprentissage, particulièrement chez les adultes. Et ensuite, comme le dit Jenny, on va faire le survol de l'ensemble des projets qu'on a fait avec l'AFCO dans les dernières années. Il y en a quand même plusieurs, donc ça va être assez intéressant et assez concret aussi comme rencontre. Je pense pas que j'ai besoin tant de vous convaincre des bienfaits du jeu comme outil d'apprentissage. D'après moi, la plupart des gens ici le sont déjà. En tout cas, chez les enfants, assurément. Chez les adultes, probablement aussi. Mais on va quand même faire juste un petit tour de piste rapide avant de tomber dans le plus concret. Euh, donc, il y a un philosophe, Thomas de Coninck, un philosophe québécois que moi j'apprécie particulièrement, qui dit que le jeu est une expérience fondamentale de l'être humain, sans laquelle il ne saurait y avoir de culture et d'éducation véritable. On pourrait passer le webinaire complet et même plus à juste parler de cette simple citation, mais tout ça pour dire que le jeu, pour moi et pour, bon, bien entendu, cette philosophie-là aussi, le jeu s'insère dans tous les aspects de notre vie en tant qu'humain. C'est toujours là. C'est pas un sujet léger et simple, c'est vraiment une dimension profonde qui fait partie de nous, et même au-delà de nous, parce qu'on peut imaginer les animaux qui jouent, mais on peut même imaginer la musique qui joue, les jeux de lumière dans les vitraux, bon, les compétitions sportives, la politique, l'enfant qui joue à l'avion et tous les jeux auxquels on joue sur une table. Donc le jeu, même le mot, le sens du mot jouer est très profond et implique beaucoup de choses au-delà du simple jeu comme on peut l'imaginer. Je sais qu'à la fin, il y a une période de questions. Par contre, n'hésitez pas n'importe quand à poser une question même dans l'outil de clavardage ou même juste à m'interrompre et à parler. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous tout au long de la rencontre. Le jeu comme un moteur, en fait, il suffit de regarder un enfant jouer pour vraiment comprendre à quel point le jeu est fort et à quel point le jeu peut nous permettre d'apprendre des choses. Mais c'est aussi un outil qui permet de transformer et modifier des comportements. On va faire des choses dans des jeux qu'on ne ferait pas en temps normal et on peut observer ça aussi par un phénomène qu'on va appeler la ludification, en fait, qu'on voit depuis plusieurs années, depuis toujours, depuis que le marketing existe, mais comment est-ce qu'on peut amener le jeu pour amener les gens à transformer des comportements. Donc, on voit ici au McDo, tu peux jouer au Monopoly, tu as les petits thèmes que tu vas collectionner. Sinon, sur des applications comme Duolingo, tu vas avoir tes journées, tes streaks les plus longues, donc combien de temps ta séquence la plus longue dans le jeu. Donc, vraiment, le jeu, et maintenant, quand on dit ça s'insère dans plein de sphères, ben, ça dépasse le simple jeu en tant que tel. C'est un moteur pour transformer des comportements. Donc, tout ça est bien théorique, mais bien entendu, on pourra revenir là-dessus. Un des concepts, selon moi, les plus importants au niveau du jeu, et on va parler aussi principalement ici des adultes, mais comment le jeu peut être vraiment un moteur de transformation, c'est le concept de cercle magique. Okay, donc, il y a un sociologue, Yue Huizinga, qui a écrit un livre qui s'appelle Homo Ludens. Donc, ce livre-là pourrait se traduire littéralement par l'homme ludique, l'humain ludique. Hein. Donc, homo sapiens, Homo Ludens, l'humain ludique. De là, la dimension très forte. Et un des concepts clés de sa théorie, c'est le concept de cercle magique. Dès qu'on commence un jeu, okay, que ce soit, on va prendre l'exemple d'un jeu de table là, parce que c'est le plus simple, on sort le jeu, on le met sur la table, eh bien, il y a ce qui apparaît autour du jeu, un cercle magique. Il y a le monde réel et il y a le monde du jeu. Dans le jeu, on n'est plus nous-mêmes. Dans le jeu, on n'a plus les mêmes responsabilités, on n'a plus les mêmes conséquences sur nos actions.
on peut expérimenter, on peut faire des erreurs. Donc, tout le sérieux du monde réel n'est plus dans le cercle magique. Dans le cercle magique, c'est un petit monde qui existe qu'autour du jeu qui nous permet de faire des erreurs. Et comme on le sait, faire des erreurs, c'est l'une des façons les plus fortes d'apprendre, hein. Donc, le jeu permet d'expérimenter sans avoir peur, sans avoir de conséquences, permet aussi de se laisser aller. On va le voir dans certains exemples un peu plus tard, mais quand on est en train de jouer, on dit des choses qu'on n'aurait pas dit dans d'autres contextes, puis on se rend compte, ah oui, j'ai dit ça, et les autres peuvent entendre ça. Ça crée des échanges qui sont authentiques. Donc, même si le jeu est fictif et comme, on va dire, pas réel, il crée de l'authenticité parce que les gens enlèvent leur masque, en fait. Donc, ils sont vraiment dans une expérience qui est plus réelle que réelle d'une certaine façon. Et de tout ça, après, on pourrait transposer ses acquis, ses compétences, ses connaissances dans le monde réel. Cercle magique, vraiment un concept fondamental pour moi dans l'apprentissage par le jeu. Maintenant, le jeu, ben, c'est quand même pas une solution miraculeuse à tous les enjeux pédagogiques. C'est un peu le piège que moi je perçois sur l'apprentissage par le jeu. Le fait que, ah, ben, si le jeu est si fantastique, apprenons tout par le jeu. C'est peut-être pas possible d'apprendre tout par le jeu. Il y a des choses qui s'apprennent par le jeu, il y a des choses qui s'apprennent de façon magistrale dans une classe, il y a des choses qui s'apprennent dans l'expérimentaire réellement. Donc, il y a plein de façons d'apprendre. Le jeu en est une qui est très forte, qui est probablement sous-utilisée, mais c'est pas non plus une solution magique où on peut prendre n'importe quelle matière du monde, la mettre dans un jeu et les gens vont apprendre avec ça. D'ailleurs, une citation que j'aime beaucoup, qui est celle de Rolande Filion, une des co-créatrices d'un système de classification de jeux par les compétences, mais elle dit tous les jeux sont éducatifs, sauf les jeux éducatifs. Et là, il y a quelque chose là-dedans d'intéressant parce que on le voit, le jeu est une manière d'apprendre, mais le jeu doit être une activité volontaire et plaisante. Okay? Si le jeu n'est pas une activité que je fais par moi-même pour le plaisir, c'est plus un jeu. C'est rendu autre chose. Et souvent, les jeux éducatifs, il y en a des très bons. Le but, c'est pas de juger les jeux éducatifs en tant que tels, mais ils sont mis dans un cadre où, on va prendre l'exemple des enfants dans ce cas-ci, l'enfant doit jouer à un jeu éducatif qui va lui apprendre à compter. L'enfant, il n'est pas dupe, là. Lui, il a le goût de jouer, là. Il n'a pas le goût de se faire mettre dans un cadre, de dire joue à ce jeu éducatif pour apprendre. Non, joue à des jeux et apprendre sera une conséquence de ton apprentissage. D'ailleurs, bon, j'ai mis une citation d'une de mes amies, mais elle est beaucoup pour l'éducation par le jeu. Et elle a dit, l'apprentissage est quelque chose qui nous arrive. Donc, c'est comme si l'apprentissage, ça nous tombe dessus pendant qu'on fait des choses, pendant qu'on fait des activités, pendant qu'on joue à des jeux, pendant qu'on lit, pendant qu'on écoute quelqu'un nous parler, on apprend. Donc, c'est quelque chose pratiquement qu'on subit, qui nous arrive. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Et je trouve que l'apprentissage par le jeu rentre très bien dans cette philosophie. Il faut que le jeu reste un jeu. Et ça, Mélanie, bon, peut-être qu'elle l'a entendu vraiment souvent parce qu'on a travaillé ensemble plusieurs fois. Mais si le jeu est plus un jeu, si c'est vraiment, il y a une intention qui est extrêmement forte derrière et qu'on veut absolument enfoncer ça dans la gorge des gens, ça fonctionnera pas. Le jeu doit rester un jeu, une activité volontaire et plaisante. Et ça, je pense que c'est la base la plus importante. Une phrase que j'aime bien répéter quand on travaille sur un projet, c'est on est mieux de mettre 5% du contenu que vous voulez mettre dans un jeu, mais que les gens jouent à ce jeu-là des dizaines et des dizaines de fois parce qu'ils s'amusent, que d'essayer de mettre tout ce qu'on veut comme matière dans le jeu et que finalement le jeu soit pas joué parce que il est plate, on sent qu'il y a des vertus éducatives vraiment trop profondes, puis que c'est plus vraiment un jeu, mais c'est plus une espèce d'activité dirigée, d'atelier interactif. J'ai rien contre ces médiums-là, là, mais dans le sens, quand on dit aux gens, vous allez jouer à un jeu, il faut que les gens jouent à un jeu. Quelques exemples justement de jeux qui existent. Ici, on a dans le coin un jeu qui s'appelle Final Fantasy, okay, qui est un vieux jeu de Nintendo dans le temps. Mais combien de gens que je connais ont appris l'anglais grâce aux jeux vidéo?
et pas dans les cours d'anglais à l'école. C'est un classique. Sinon, Diplomatie, un jeu qui nous apprend bon, les pays d'Europe, mais aussi la complexité d'avant-guerre en le vivant d'expérience. Des jeux de physique qui vont juste nous apprendre un peu l'équilibre, les lois de la physique. Si je pose un objet plus lourd d'un côté, il va se bouger. Des jeux d'observation, des jeux de déduction, de bluff. Tous ces jeux sont pas des jeux éducatifs, sont des jeux qui nous apprennent des choses. D'ailleurs, j'avais préparé cette slide-là. Tantôt, j'ai parlé de Roland Filion. Le système ESSOR, c'est un système de classification des jeux et des jouets qui est utilisé dans une trentaine de pays dans le monde. La particularité de ce système de classification, c'est comme comment on classifie les livres dans une bibliothèque, là, mais pour les jeux et les jouets. La particularité de ce système, c'est qu'il va classifier les jeux par compétences que le jeu développe. Donc, de là à dire la force des jeux et comment est-ce que tous les jeux peuvent nous apprendre quelque chose, c'est les jeux et les jouets dans ce système-là sont classés par les compétences qu'ils développent. Donc, on a les habiletés cognitives, les habiletés motrices, les habiletés sociales, habiletés langagières, habiletés affectives. Et là, ça, c'est juste les grandes parties parce qu'en réalité, il y a une trentaine de sous-points à l'intérieur de toutes ces grandes facettes-là. Fait que, il y a des psychologues, des sociologues, des spécialistes dans le jeu et le jouet qui ont dédié leur vie à créer un système pour classer les jeux par habileté et compétences que le jeu développe. Donc, l'apprentissage par le jeu, autant pour les adultes que pour les enfants, c'est quelque chose qui est démontrable de plusieurs façons et le système ESSOR en est, pour moi, un des emblèmes. Donc, oui, c'était assez rapide et expéditif, mais bon, je pense que le but, c'est d'aller dans le concret. Avant qu'on aille plus dans le concret, justement, il y a peut-être des gens qui veulent réagir, qui veulent dire quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit de façon très expéditive et rapide, bien entendu. Je laisse quelques secondes si quelqu'un veut se commettre. Sinon, Moi, j'ai une question, Simon. oui. Comment est-ce que tu vois l'apprentissage de l'adulte versus l'apprentissage d'un enfant dans le cadre d'un jeu? Comme ce serait quoi les distinctions qu'on ferait pour développer quelque chose ou soutenir l'apprentissage d'un adulte avec un jeu? Bien honnêtement, je te dirais que je vois pratiquement aucune différence. À part d'avoir un jeu qui est vraiment adapté pour un adulte. C'est comme dans le sens, parce que si tu joues à un jeu, on va prendre, mettons, l'exemple de risque. Okay? Puis là, on parle de compétences ou de connaissances très simples, mais mettons, apprendre où sont les pays dans le monde. Où sont les pays dans le monde? Ben, je joue au jeu Risque, qui est un jeu de petits bonhommes qui se battent et tout ça. Ben, si je joue une fois, ça aura peu d'impact sur moi, mais si je joue 50 fois à ce jeu-là, c'est sûr que maintenant, je sais où sont situés les pays entre eux. Et donc, dès que je vais jouer à un jeu et répéter l'expérience, je vais assimiler les compétences et les connaissances qui sont relatives à ce jeu-là. Après, c'est ça. Donc, la répétition est la clé si on veut que les connaissances, les compétences se transposent. Donc, d'avoir un jeu qui est engageant pour l'adulte, qui est le fun pour l'adulte, Parce que l'enfant, c'est juste que les enfants, ils sont vraiment faciles à jouer. Tu sais, l'enfant va jouer avec plein de choses, n'importe quoi. Il va apprendre autant avec un bâton en jouant avec n'importe quel autre objet. Alors que je pense que l'adulte a probablement besoin d'un cadre, a besoin de règles. OK, désolé, la réponse a été longue à arriver. Là. Je savais que tu allais me poser une question piège, Mélanie. Là. Mais les règles, OK, c'est ce qui va permettre à l'adulte d'accepter de jouer à un jeu. Donc, l'accepter de se soumettre à l'expérience ludique, de rentrer dans le cercle magique. S'il connaît les paramètres et tout ça, ça va être beaucoup plus important que cette dimension-là soit développée dans les jeux pour les adultes que dans les jeux pour les enfants. Dans les jeux pour les enfants, on peut être plus dans le jeu de rôle très simple, dans le jeu d'assemblage, dans le jeu même expérientiel. Tu sais, on va penser à un hochet pour un tout petit enfant. Tu donnes ça à un adulte, il y a moins d'intérêt. Mais si on crée un système de règles qui permet à l'adulte de vivre l'expérience ludique, je pense que c'est là qu'on va être capable d'en ressortir le plus. Il faut que le jeu reste le fun, il faut que le jeu soit simple, il faut que le jeu soit engageant. Mais c'est ça, une première réponse partielle à cette question. Merci, Mélanie.
Je continue, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez parler, enlevez-vous sur mute, interrompez et il n'y a pas de problème. Sinon, ben, gardez vos questions pour la fin ou écrivez-les dans le chat si vous voulez parler, comme ça on sait que vous voulez la parole. Alors, c'est la slide qu'on va voir jusqu'à la fin de la journée, même peut-être qu'on est mieux de l'enlever pour avoir la caméra en gros. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les projets qu'on a fait avec l'OFCO et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en a 7. Et on va les décortiquer avec c'était quoi le contexte, c'était quoi l'objectif de ce jeu, quelle a été l'approche, à quel type de jeu on est arrivé à la fin, défis apprentissage qu'on a eu en cours de route et les résultats qu'on a obtenus là, en fonction des différentes parties qui ont été jouées. Est-ce que je suis mieux d'enlever le partage d'écran? Oui, OK. C'est ce que je me disais. Parfait. Excellent. Alors, on va commencer sans plus tarder, puis je vais les faire en ordre chronologique, je crois, des projets qu'on a faits. Je commence par le projet qui est un jeu qui s'appelle Tire-toi une bûche. D'ailleurs, je trouve ce format de boîte très... Bon, ma caméra n'est pas de très bonne qualité, mais bon. Format de la boîte très intéressant, là, puis tout petit jeu. L'idée derrière ce jeu, et là, Mélanie a participé à tous ces projets, fait que tu pourras peut-être m'aiguiller un peu, parce que celui-là, ça fait quand même longtemps qu'il est là, mais c'était d'appuyer le professionnel de l'éducation en petite enfance dans sa vie quotidienne, dans les défis qu'il va traverser au cours du quotidien, autant professionnel que personnel. Donc, comment est-ce qu'on peut être un humain un peu plus épanoui à travers notre travail, mais aussi tous les défis qui vont nous entourer, donc que ce soit au niveau personnel, au niveau sentimental, au niveau de l'argent, donc ça peut être plein de choses différentes. Donc, c'était quand même un mandat assez large et original pour un premier projet. Et à la fin, en fait, ce que ça a donné, là, je vous montre ça assez rapidement, je ne vous écrirai pas chaque jeu en détail parce qu'on en aura pour quand même longtemps, mais ça donne un jeu de cartes très coloré ici, sur laquelle on aura j'essaie de trouver justement des personnages. Tu peux peut-être prendre une pause, Simon, pour qu'on voit bien. Là, tu sais, quand on bouge, c'est moins Oui, quand, oui, quand oui. tu montes la carte, juste fixer 3 secondes. Oui, OK. Donc, on a des personnages, en fait, qui vont être créés à partir de cartes. Et c'est un jeu narratif dans lequel on va raconter une histoire et sur lequel on va dessiner en même temps. Fait que c'est un mélange entre les cartes seront posées sur la table et on va dessiner, on va écrire autour des personnages. Quand je vous dis que c'était un premier projet assez ambitieux, c'était effectivement un premier projet assez ambitieux. Et comment le jeu va se jouer, c'est qu'à tour de rôle, tous les joueurs, les joueuses vont avoir des cartes en main. Et en fait, on va jouer des cartes sur les personnages, autant des défis. Comme là, je ne sais pas si on peut bien le lire, mais j'ai dû annuler ma journée de congé car il y avait trop d'employés qui étaient malades. Fait que là, on va jouer ça sur un personnage comme un défi. Et au fil du temps, on va essayer de résoudre ces défis. Donc, disons, quelqu'un pourrait jouer plus tard une carte stratégie bien-être sur ce même personnage qui est garder son calme. Alors bon, garder son calme, c'est une stratégie bien-être qui permet en fait OK, là, il y a quelques trucs, les gens peuvent échanger des choses. Et comme ça, on va bâtir une fresque de personnages qui traversent des défis, acquièrent des compétences, développent des stratégies bien-être. Le personnage, tout au long de la partie, a un objectif, on va dire, pas grandiose, là, mais un objectif à long terme. Dans ce cas-ci, mettons, ça pourrait être se réconcilier d'une relation difficile. Fait qu'au début de la partie, ce personnage-là est associé à cet objectif et tout au long de la partie, il va essayer de jongler avec ses objectifs personnels, de jongler avec ses objectifs au travail, d'acquérir des compétences. C'est un jeu qui est un peu plus difficile à expliquer qu'à jouer parce que c'est un concept très original, dans le sens qu'il y a très peu de comparables dans le monde du jeu. À la fin, tu as une grande feuille de papier avec des cartes partout, des dessins autour. Vraiment un jeu qui permet d'échanger entre les gens, de partager des stratégies bien-être, de voir comment est-ce que certaines personnes vont faire face à tel type d'adversité. Donc, un projet assez original. Je vais peut-être laisser Mélanie dire quelques mots sur ce jeu pour qu'elle puisse ajouter sa vision des choses.
Oui, ben, tantôt tu parlais, Simon, du cercle magique, puis je pense que celui-là, particulièrement, sur Bush, crée vraiment cette bulle sécuritaire-là, parce qu'on se projette un petit peu dans l'imaginaire, mais dans le fond, nous, les expériences qu'on va faire vivre à nos personnages, c'est souvent basé sur notre propre expérience, sur les choses qu'on rencontre au quotidien, sans qu'on le réalise nécessairement. Fait que c'est un peu comme si on se projette à travers les personnages, puis ça nous aide un petit peu à décortiquer qu'est-ce qui se passe dans nos milieux éducatifs, dans notre rôle, auprès de l'enfant, peu importe, avec nos collègues de travail. Puis je trouve que ça crée vraiment cette bulle-là de sécurité. Mais comme Simon dit, c'est un jeu qu'il faut jouer plusieurs fois pour comme comprendre un peu la mécanique du jeu, parce qu'on est vraiment dans une zone très, dans le cerveau créatif pendant une séance de jeu, mais c'est vraiment un jeu. Il n'y a pas deux séances de jeu pareilles parce que c'est les joueurs qui vont vraiment créer cet espace-là puis inventer. Fait que chaque jeu a vraiment une particularité très différente. Ouais, c'est bien dit. Justement, ça m'a rappelé un peu ce concept où on baisse vraiment nos masques quand on joue à ce jeu. Puis, je me rappelle d'un exemple où je faisais une partie avec ma conjointe qui n'a pas du tout rapport avec le milieu de la petite enfance, là. Donc, ça peut être joué vraiment par n'importe qui. Et elle avait de la mortalité dans sa famille. Puis elle s'en rendait pas compte, mais elle abordait le thème de la mortalité à travers les cartes qu'elle jouait, puis à travers l'histoire qu'elle racontait, mais elle s'en rendait même pas compte que c'était ça qu'elle faisait. Fait que c'est vraiment comme quand on dit les masques tombent et les gens vont parler de choses vraies sans parler de choses vraies. Ça, c'est un bel exemple de ça. D'ailleurs, une petite note sur ce jeu, il y a une mini-extension qui était, je ne sais pas, mes blancs, c'est tellement lumineux, on dirait, qui parlait des jeux aventureux, du jeu aventureux. Donc, ça, c'est juste une mini-extension qui traite de ce sujet, le jeu aventureux chez les enfants, mais en tant qu'éducateur, éducatrice de la petite enfance, professionnel de la petite enfance, comment est-ce que le jeu aventureux peut être amené, mais comment aussi est-ce que les parents peuvent être contre ça, comment il peut y avoir des conflits qui émergent. Donc, une petite extension qui vient peut-être créer une thématique un peu plus précise. Je vois d'ailleurs Marie qui a dit qu'elle a participé à un test de ce jeu-là. Ben, effectivement, c'est très bien. On va continuer. Le deuxième jeu, en fait, je n'ai pas d'exemplaire ici. C'est Mélanie qui l'a à la maison. C'est le jeu On n'est pas sorti du bois, qui vient avec son penchant ici. On s'est fait passer un sapin. OK? C'est deux jeux c'est la suite. C'est un jeu et sa suite. Et ce sont deux jeux d'enquête, deux jeux d'évasion qui mettent au cœur de la thématique, on va dire, le développement socio-émotionnel de l'enfant. C'est l'histoire d'un enfant loup, d'un enfant qui a été récupéré dans la nature et avec lequel on va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, tout ça. Et il y a plein de modules d'enquête à l'intérieur de ça. Donc, je pourrais sortir du matériel, mais encore une fois, c'est un jeu d'enquête. Fait qu'on a des trucs transparents comme ça. On a des petites tentes avec des syllabes dessus. On a plein d'enveloppes. On a de la ficelle. On a un cadenas qui s'ouvre avec une combinaison secrète. Donc, si vous connaissez les jeux d'évasion, les escape rooms, ben, on est vraiment dans ce qu'on appelle un escape room en boîte. Donc, c'est vraiment ça le concept de ces deux jeux. Ces deux jeux traitent du même sujet, du même personnage. Mais au final, ces jeux, ce qu'ils font réellement, c'est qu'ils testent et démontrent comment vous travaillez en équipe. Hein? C'est ça que ces jeux-là font. C'est des jeux où il y a une pression, vous êtes chronométré, vous devez travailler ensemble pour trouver des solutions à des problèmes peuvent être assez complexes. Donc, ça met tout le monde dans une situation de stress. Ça fait ressortir un peu notre personnalité en situation de stress. Je pense que c'est le plus intéressant de ces jeux-là, de regarder une équipe travailler ensemble, puis après de voir quelles stratégies ont été positives, quelles stratégies ont été peut-être un peu moins efficaces, comment on pourrait améliorer. On sait dans n'importe quel emploi, particulièrement dans vos types d'emplois, il y a des moments qui sont très stressants. Donc oui, je vais mettre ça dans le chat juste après pour les noms des jeux. Donc, c'est ça. Donc, jeu d'enquête, les deux sont indépendants, mais c'est sûr que le deuxième suit l'histoire du premier. Puis le niveau de complexité est peut-être un petit peu plus élevé.
beaucoup de plaisir à faire ces jeux-là. C'est des jeux vraiment agréables à faire, d'inventer des énigmes, des choses comme ça, mais aussi beaucoup de plaisir de regarder les gens essayer de les résoudre. Et de voir où les gens accrochent, ou quelles stratégies ils vont prendre. Des fois, les gens vont trouver des chemins complètement différents pour résoudre les enquêtes qui avaient été prévues. Donc, vraiment, deux jeux, je crois d'ailleurs, qui fonctionnent assez bien. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de l'essayer. Je sais qu'au début, ils ont pas mal roulé beaucoup à la FCO. Mais c'est deux jeux quand même assez intéressants qui viennent. Oui, on touche peu finalement le sujet qui était le développement socio-émotionnel de l'enfant, dans le sens qu'il y a des pépites un peu partout. On va glisser des informations sur le développement de l'enfant. C'est pas nécessairement, il n'y a pas de questions précises sur à la fin évaluer sur le développement de l'enfant. Mais dans le premier jeu, d'ailleurs, il y a un livret assez élaboré qui va parler de plusieurs de ces aspects. Mais ce qui est ressorti de ce jeu, c'est que ça permet de souder une équipe, de voir comment elles travaillent ensemble, de voir comment elles réagissent en situation de stress, de voir comment certaines personnes prennent le leadership, comment certaines personnes s'isolent. Euh, donc, vraiment plein de belles surprises. Je vais laisser Mélanie dire un petit mot là-dessus, justement. Les deux jeux dont Simon parle en ce moment, là, on n'est pas sorti du bois et on s'est fait passer un sapin. Pour moi, c'est mes jeux préférés à faciliter parce que ce qu'on voit, c'est du réel jeu. Les gens sont en zone inconfortable souvent parce qu'il y a des défis qui vont, pour certaines personnes, sont comme oui, on y va, puis d'autres, je ne sais pas quoi faire. Puis il y a comme cette zone inconfortable-là, mais c'est tellement intéressant d'observer une équipe jouer à ce jeu-là ensemble. Puis le développement socio-émotionnel, c'était pas nécessairement voulu parce que le focus était le développement socio-émotionnel de l'enfant. Mais ce qu'on voit plutôt, c'est le développement socio-émotionnel de l'adulte qui joue. Donc, comment tu gères le stress? Qu'est-ce que tu fais avec ce stress-là? C'est quoi ton mécanisme de défense justement pour passer par-dessus un obstacle qui semble insurmontable? Comment est-ce que tu collabores avec l'autre? C'est quoi, si l'autre n'a pas la même idée que toi, comment est-ce que tu évolues là-dedans? Donc, c'est vraiment, puis après ça, on peut facilement faire des liens entre ce que les joueurs ont vécu comme expérience, puis qu'est-ce qu'on observe chez l'enfant. Quand l'enfant semble découragé, quand l'enfant se rencontre à un obstacle, ou au contraire, quand il est très engagé, ça ressemble à quoi? Fait que les liens se font très facilement après avoir vécu l'expérience, puis les gens prennent vraiment conscience de, OK, quand je demande à l'enfant de ranger son jeu et d'arrêter, c'est ça qu'il vit parce que l'adulte l'a vécu, ça. Parce que souvent, dans ces séances de jeu-là, il y a un temps limite, puis à la fin, souvent, il faut accélérer le pas et les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas arrêter. C'est impossible d'arrêter l'adulte de jouer. Juste, puis c'est des adultes, là, ils sont capables de se contrôler, mais cette gestion-là des émotions est vraiment très intéressante à voir avec ce genre de jeu-là. C'est mes Ouais. coups de cœur, Simon. Ben, je suis content d'entendre ça. Tu le résumes bien aussi, qu'est-ce que ça apporte. Puis je pense que c'est un peu pas la surprise de ce jeu. On se doutait bien que ça allait faire ça, mais c'est vraiment fort. Ça émerge beaucoup des séances de test, à quel point les gens sont transparents quand ils jouent. D'ailleurs, on voit le pattern qui commence à émerger, l'authenticité du jeu et ce que ça peut apporter. Le prochain jeu, et tu sais, Mélanie parle de son coup de cœur, ben moi je dirais que celui-là, c'est mon coup de cœur à moi des projets qu'on a fait avec la FCO. C'est le jeu Dans mes bottines, un jeu de perspective. Euh, Pourquoi c'est un de mes coups de cœur? Parce que au-delà de tout ce qu'il apporte, ce jeu est pas que les autres ne le sont pas, mais ce jeu est vraiment un jeu, dans le sens que je cache le logo de la FCO, je cache conçu pour le secteur de la petite enfance, et j'apporte ce jeu dans n'importe quel événement de jeu, et les gens vont jouer comme sans aucun a priori sur l'aspect éducatif ou conscientisation de ce jeu-là. L'idée de ce jeu, c'était quand Mélanie et son équipe nous ont abordé, nous ont approché pour ce jeu-là, c'était de faire un projet qui permet un peu de comprendre que moi, j'ai ma vision de la vie, je pense telle chose de sujets controversés, comme la façon d'élever un enfant ou les handicaps dans la société. Tu sais, donc, c'est quand même des sujets qui sont assez pointus et même sérieux
Pourtant, le jeu a une dimension très légère. Donc, l'idée, c'est que moi, en tant qu'individu, j'ai des biais, j'ai des a priori, j'ai ma propre perspective sur une situation. Les autres ont leur propre perspective sur leur situation. Et donc, on est des humains, on doit collaborer ensemble, on doit vivre ensemble, autant on doit travailler avec les parents, on doit travailler avec nos collègues de travail et même avec les enfants ou avec notre employeur, avec notre partenaire de vie. Et donc, ce jeu met ça de l'avant à 100%. Comment ça fonctionne le jeu? Je vais vous expliquer très rapidement. En fait, on va créer des personnages à partir de cartes qui vont être pigées au hasard. OK? Et les personnages, on ne sait pas trop comment ils sont. Ils vont se définir au fil du temps. Donc là, la première carte, ça pourrait être, et il y en aura plusieurs. OK? On va créer, mettons, 5 personnages. Puis là, lui ou elle, en fait, vient d'acheter sa première maison. C'est tout ce qu'on sait sur cette personne-là. Elle vient d'acheter sa première maison. Et là, plus tard, on va rajouter, on va venir spécifier les personnages plus le jeu avance. Son enfant passe ses journées à jouer à des jeux vidéo. Il achète sa première maison, son enfant passe sa journée à jouer à des jeux vidéo et, mettons qu'on prend une dernière carte, souffre d'insomnie depuis une semaine. Alors là, vous avez déjà dans votre tête sûrement un personnage qui prend forme, un personnage, et chaque personne a ça. Donc, sur la table, il y aura des personnages qui vont être là. Et ensuite, on va piger une carte qui va être une question. OK, donc, je vais vous la lire. La voiture a frappé un raton laveur sur une route de campagne. Il est à moitié mort. Ça, c'est pas la bonne carte, je pense? Ah, j'entends des gens qui parlent, mais OK. La voiture a frappé un raton laveur sur une route de campagne. Il est à moitié mort et il souffre. Et là, on dit A, met fin aux souffrances de l'animal et B, n'arrête même pas la voiture. Alors, A et B, ça veut dire deux personnages. Et là, tous les joueurs et joueuses vont voter secrètement parmi les 5 personnages qui se trouvent sur la table, lequel ferait le choix A et lequel ferait le choix B. Donc là, les gens vont dire, moi, je pense que c'est justement la personne qui sait pas, qui souffre d'insomnie depuis une semaine, ben elle n'a pas le temps, fait que je vais voter pour à continuer son chemin. Et là, on aurait d'autres personnages. Je vous explique ça très vite, mais vous comprenez l'idée. On a 5 personnages très distincts. Tout le monde va voter secrètement pour lequel pense ferait quelle situation. Et on révèle tous en même temps. Et là, ça donne place à des conversations très spontanées. Quoi? T'as mis lui? Ben non, c'est sûr que lui, il ferait pas ça, lui, il ferait ça. Et là, les gens vont commencer à discuter. Quand on parlait tantôt de laisser tomber les masques, parler de façon authentique, ça va ressortir directement parce que, bien entendu, si vous avez la même réponse qu'une autre personne, vous faites des points. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on va faire des points. Fait que quand vous avez vous voulez que les autres personnes aient la même réponse que vous, mais on se rend compte que dans la vie, c'est pas comme ça. Les gens n'ont pas toujours la même vision que nous des choses. Donc, ce jeu-là est ultra spontané, mais on touche des sujets très sérieux comme les changements de sexe chez certaines personnes, les personnes handicapées, les phobies, tous les tabous dans la société. Mais des fois, on touche des sujets aussi qui sont très légers. Un autre choix qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, on parle d'écriture inclusive ou d'écriture non genrée ou de choses comme ça, les yel, les tous, écrire. Ben, ce jeu-là, en fait, c'est un mélange de toutes les sortes d'écriture qu'on peut avoir. Donc, des fois, il y a des yel, des fois, il y a des il, des fois, il y a des elle, des fois, c'est non genré, des fois, c'est genré, des fois, ça ne l'est pas. Puis, j'avais beaucoup aimé la réflexion que Mélanie et son équipe avaient eue là-dessus. Au début, on a beaucoup réfléchi là-dessus. On ne voulait pas choquer, mais on voulait toucher ça. Et la réflexion finale a été que c'est un jeu sur les perspectives, donc aussi bien mélanger ça ensemble. Fait que les gens s'habituent graduellement à voir Yel ou tous, donc des espèces de contractions double genre de certains mots, sans nécessairement que le jeu ait un message très fort que nous, on pousse ça de l'avant. Mais ça existe. Il y en a un peu, il y en a un peu partout, il y en a sur certaines cartes. Et ça crée encore une fois des discussions très spontanées. Le dernier point que j'aimerais ajouter sur ce jeu, c'est que dans le jeu, on a plein de petits jetons emoji. Okay? Donc, on en a des tristes, on en a que c'est des pouces par en haut ou par en bas, comme vous voulez. On en a que c'est des bonhommes que la tête explose. On en a que ils rient. Et en fait, ce système-là est arrivé dans le jeu. On trouvait qu'on voulait vraiment favoriser l'espèce de
d'interaction entre les joueurs, mais sans que tout le monde soit en train de parler en même temps et que ce soit ultra chaotique. Fait que tout le monde a 3 jetons devant lui, en fait, tout le temps. Et n'importe quand, tu peux donner un jeton à quelqu'un. Donc, quelqu'un a dit quelque chose qui t'a comme ému ou qui t'a rendu triste, tu lui donnes un jeton emoji triste. La personne garde ça. Ça vaut des points à la fin de la partie, mais les points dans ce jeu-là, hein, c'est pas ça le plaisir du jeu. Ou quelqu'un a dit une bonne blague qui m'a fait rire, je lui donne un jeton emoji. Donc, c'est comme si on va communiquer à travers le jeu en utilisant les mêmes manières de faire que on peut le faire sur les réseaux sociaux. Tout ça. Donc, ça fait une communication très fluide autour de la table. Les gens se lancent des jetons, ils en pigent d'autres. Donc, c'est vraiment très, très bien comme expérience. Je passe la parole à Mélanie. Ben, ça paraît sur ton coup de cœur. Simon, tu en as plus parlé que les autres. Mais la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que c'est intéressant de jouer ce jeu-là parce que consciemment, très rapidement, les gens se rendent compte que et là, il faut que je vote. Il faut que je rende visible mon stéréotype ou mon biais que j'ai en moi ou que je pourrais avoir. Fait que ça rend comme, ça ouvre une conversation sur laquelle on n'a pas normalement avec nos collègues de travail ou des gens dans notre entourage, de se comme prononcer et de porter jugement, hein, mais dans l'intention justement d'avoir une conversation ouverte. C'est pas pour être jugé par rapport à ton stéréotype, ton biais, c'est vraiment pour parce que c'est dans cette zone sécuritaire-là. Puis comme Simon dit, je pense qu'il y a un bon équilibre entre les sujets plus délicats et les sujets très légers, drôles, comiques. Fait que ça crée un peu cette atmosphère-là sécuritaire où on doit comme faire comme oh, OK, je vais dire lui ou je vais dire elle ou je vais porter jugement parce que. Puis ensuite, on peut en jaser, en discuter. Puis ça aide un petit peu à voir. Ben, l'intention du jeu, c'est de voir la perspective de l'autre. Puis ça, c'est intéressant dans le jeu aussi, parce que toi, c'est très clair, ben oui, ça peut pas. C'est comme ça que moi, je vois ce personnage, puis l'autre personne t'amène quelque chose complètement différent de ce que tu avais envisagé. Donc, c'est un des avantages du jeu. Oui, très, très bien résumé. Je vois que le temps file, fait qu'on va aller un petit peu plus vite sur les autres si on va avoir le temps de prendre des questions. Encore une fois, si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Donc, on n'est pas fait en chocolat. Jeu en nature. Et là, on commence à tomber dans les jeux les plus expérimentaux de l'OFCO. Ça vient dans une mallette d'agents secrets à l'intérieur de laquelle on retrouve un livret de règles, mais aussi des espèces de trucs comme ça, plastifiés avec des feuilles à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre là-dedans? On retrouve un exacto, on retrouve des petites capsules de géo-tagging comme ça, du fil de pêche, des crayons effaçables. Donc, vraiment, c'est une aventure, ce jeu-là. Le but de ce jeu était faire sortir les gens dehors, leur faire de l'exercice pendant 1 heure sans qu'ils s'en rendent compte. Okay? C'était vraiment ça le but de l'objectif. Qu'il pleut, qu'il neige, etc. Donc, amener les gens dehors. Et quand je dis les gens, on parle des adultes, bien entendu. Amener les adultes dehors. Et en fait, ce jeu-là, si on le résume très vite, c'est une chasse au trésor organisée d'avance par une personne qui va faciliter. Alors, le facilitateur, la facilitatrice va cacher des petites capsules comme celle-ci. Il va en cacher 6 ou 7 un peu partout sur un terrain prédéfini dans lequel il y a des indices. Donc, je vous en dis pas trop parce que je ne veux pas trop divulgacher si vous faites l'expérience un jour. Mais donc, il va cacher les indices un peu partout et on va imprimer un plan Google Maps des lieux avec des petits X aux endroits où il y a des indices, approximativement. Et ensuite, les équipes, c'est un jeu qui se joue en équipe, auront 1 heure, 45 minutes, tout dépendant, pour aller trouver toutes les capsules et écrire ici ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Mais en plus, pendant qu'ils font cette chasse, ils ont ici une myriade de défis qu'ils vont devoir réaliser. Donc, préparer la base d'un feu de camp, faire le bruit d'une motoneige en équipe, bâtir une belle cachette, trouver une feuille d'érable. Donc, plein de défis qu'ils vont devoir faire au fil de l'aventure pour les trouver. Il y a même des défis temporels. Donc, à 41 minutes précises, donc au début, toute l'équipe part un chrono. À 41 minutes précises, l'équipe doit faire un concours de saut en longueur, mais ils doivent le faire à ce moment-là.
Alors, c'est ça, ça résume très vite l'idée de ce jeu. Mélanie, peut-être que tu peux en glisser un petit mot. Tu as bien résumé. Je n'ai Ouais. rien à ajouter. Parfait, excellent. Je passe ensuite à, je vais écrire dans le chat en même temps, si vous voyez que j'accélère parce que je vais être sûr qu'on passe au travers de tout. Lâche pas la patate. Lâche pas la patate. Le jeu sur l'apprentissage de l'apprentissage. Donc, le jeu d'apprentissage sur l'apprentissage. Le jeu qui nous apprend comment on apprend. En tout cas, le jeu pour apprendre à apprendre. Je laisse un peu là-dessus, mais c'était un peu la blague de ce jeu. C'était un jeu qui nous fait réaliser comment est-ce que le jeu peut nous apprendre des choses. Okay? Donc, c'est très méta, mais c'est un jeu, et encore une fois, on est dans l'original, même si on a une boîte qui a l'air tout à fait standard. Le matériel à l'intérieur de cette boîte ne l'est pas du tout. On a ici des seaux, des petits casseaux pour faire des semis. On a même des graines de plantes et de légumes. Et habituellement, ça vient avec un sac de terre. Mais bon, le sac de terre n'est pas fourni dans cette version-là. Mais habituellement, ça vient avec un sac de terre parce qu'on va réellement faire notre propre petit jardin en jouant à ce jeu. Jeu en équipe où tout le monde joue en même temps. Ben, tout le monde joue dans la même équipe. Jeu coopératif où on va jouer contre le jeu. Et en fait, à chaque case, okay, parce que ça représente les 12 cases du jeu. Donc, il y aura 12 cases dans le jeu. À chaque case, l'équipe va devoir faire un défi, un mini-jeu. Ça peut être un mini-jeu de logique, ça peut être un mini-jeu d'observation, ça peut être un mini-jeu de mime, ça peut même être un mini-jeu qui utilise cet appareil ici. Je vous laisse décider à quoi il sert. Donc, je ne vous expliquerai pas chaque mini-jeu. Là. Il y en a comme 5 ou 6, mais c'est tous des mini-jeux qui sont très différents et qui vont toucher une parcelle différente du jeu et de l'apprentissage par le jeu. Donc, des fois, ça va être la mémoire, ça va être l'observation, ça va être la dextérité, ça va être la logique, ça va être... Donc, chaque mini-jeu va cibler une compétence ou une habileté qui peut être développée par le jeu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu, en fait, parce que c'est un des derniers qu'on vient de faire. Pour moi, c'est clairement le plus drôle et amusant qu'il y a parce que c'est un peu fou, il y a plein de mini-jeux différents, puis c'est toujours des défis contre la montre. Fait que là, les gens vont essayer de placer des cartes dans l'ordre vraiment vite, les autres vont leur crier après. Ça fonctionne bien, c'est une expérience un peu chaotique, mais c'est un des jeux qui n'a pas été beaucoup testé encore. Parce que réellement, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Donc, celui-là. Et l'autre, que ça fait pas longtemps qu'il est sorti et qui est aussi un jeu atypique. D'ailleurs, ce jeu. OK. Ouais. Ça a été de loin le projet le plus compliqué qu'on a pu faire avec l'OFCO, Mélanie et son équipe. À la fin, c'est un jeu qui s'appelle La balle est dans ton camp. Démystifier le développement socio-émotionnel. Pourquoi ce jeu a été si compliqué à faire? C'est que au début de la rencontre, on parlait de difficulté de présenter beaucoup de matière dans un jeu, de présenter beaucoup de choses. Ben, la fourchette qu'on voulait mettre dans ce jeu, la quantité d'informations qu'on voulait mettre dans ce jeu, et on voulait que ça reste très simple, était vraiment trop grande. Et je dirais, quand je dis ça a été compliqué, ça a pris à peu près 1 an à couper. J'ai 23 prototypes de ce jeu et il n'y en a aucun qui utilise un sac de Jenga géant comme celui-là. Donc, j'ai vraiment beaucoup de prototypes différents de ce jeu. Emmené, on avait une table de 3 pieds aimantée avec des billes qui se bougeaient. Après, on a eu un petit jeu de tuiles qui fait. Donc, on a exploré vraiment beaucoup d'options avec ce jeu-là. C'était effectivement difficile parce que c'est un large sujet. Avec le temps, ça s'est raffiné et c'était aussi, oui, c'était notre travail à nous de trouver un jeu qui encapsule la chose, mais c'est aussi le travail de l'OFCO, de Mélanie et son équipe, de vraiment décider qu'est-ce qu'ils voulaient mettre de l'avant dans ce jeu-là. Donc, c'était des deux côtés, hein, on avançait ensemble, puis on essayait de trouver le juste milieu. Et à la fin, une des réflexions a été que le développement socio-émotionnel de l'enfant est une compétence ou une connaissance même qui est
même la base n'est pas assimilée par l'ensemble des professionnels de la petite enfance. Même, la base, les briques fondatrices du développement socio-émotionnel de l'enfant ne sont pas assimilées. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a, sur un jeu de Jenga géant, écrit les compétences et habiletés de base du développement socio-émotionnel de l'enfant. Donc, manifester des émotions de honte, d'embarras, de gêne, de culpabilité. Manifester de la peur à l'égard de certaines situations. Et on a découpé ces compétences-là pour les 3 paliers, donc, poupon, bambin, préscolaire. Donc, ces 3 tranches d'âge-là. Ce que l'équipe doit faire, en vitesse, encore une fois, c'est assembler ce Jenga géant et établir dans l'ordre les compétences socio-émotionnelles, comment elles devraient être développées par un enfant normalement constitué, on va dire dans les standards, par tranche d'âge de l'enfant. Alors, vite, on doit élaborer cette tour de Jenga, mais la deuxième phase du jeu, on aura des cartes qui vont arriver en jeu. Je trouve d'ailleurs que ces cartes sont magnifiques, surtout parce qu'elles sont vraiment incroyablement grosses, presque aussi grosses que ma tête. Donc, c'est vraiment un jeu qui est surdimensionné. Là. Vous ne voulez pas que ce Jenga-là tombe, là, parce que probablement c'est l'enfant qui s'effondre, mais c'est peut-être aussi votre table qui va se briser. Et il y a plusieurs cartes différentes qui viennent renforcer, mais surtout brimer ou affecter le développement socio-émotionnel de l'enfant. Mettons, on va prendre cette carte. Tu n'es plus un bébé, tu n'as plus besoin de doudou. Fait que ça, c'est les paroles que des adultes vont dire à des enfants. Et on a les conséquences de ces paroles-là. Donc, ça dit démontrer. Alors, on doit retirer un bloc de la tour qu'on a échelonnée. Fait que là, on a fait une tour avec qui représente un enfant. Mais là, si on pige cette carte-là qui dit cette phrase-là à l'enfant, on doit retirer une compétence, retirer un bloc. Fait que c'est comme si on empêche l'enfant d'être stable en lui disant des phrases de ce type-là. Ce jeu-là n'a pas encore été une fois beaucoup testé parce qu'il vient juste de sortir. Je pense qu'il est vraiment intéressant parce que très concret, très réel. Oui, pour des professionnels de la petite enfance, mais pour moi, ce jeu-là devrait être joué par tous les parents. Tous les parents qui ont des jeunes enfants, pas ceux qui ont des trop vieux enfants parce qu'ils vont avoir trop de regrets, mais ceux qui ont des jeunes enfants. C'est vraiment de l'apprentissage très concret, juste pour les phrases négatives qu'on peut entendre quand on est à l'épicerie, au parc avec ses enfants. Pour moi, ce jeu, il y a beaucoup de valeur. Il n'a pas été beaucoup joué, il n'a pas été beaucoup testé, mais il me tient beaucoup à cœur parce que le sujet est vraiment important. En fait, je pourrais ajouter qu'il a été inséré dans une formation de 3 jours sur le développement socio-émotionnel de l'enfant. C'est ce qui clôt les 3 journées de formation. Donc, maintenant, on l'utilise toujours dans le cadre de cette formation-là. Il a été testé à quelques reprises, puis je crois que les résultats sont très concluants là, par rapport aux prises de conscience, puis qui permet de mettre en application toutes les connaissances ou les réflexions qui vont émerger des 3 journées du projet Cultivons l'avenir. Ah, excellent. Peut-être que Julie elle pourrait nous partager un petit morceau un peu parce que c'est Julie qui facilite Cultivons l'avenir par rapport à ce jeu-là. Julie, je ne sais pas si tu as une observation un peu ce que ça donne, puis les résultats. Bien, ça rapporte beaucoup à c'est l'échelle de développement de l'enfant. Comment on oublie vite les stades du développement de l'enfant. Mais aussi, Simon te dit qu'au début, on essaie de construire la tour vite. Qu'est-ce qu'on a montré, c'est que les conversations sont si riches. Maintenant, on laisse plus de temps juste pour avoir ces conversations-là, surtout avec le personnel éducateur. On a découvert que c'est très riche, juste essayer de trouver où est-ce qu'on met l'habileté de l'enfant, la compétence de l'enfant. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de tester. Mais les prises de conscience, puis surtout les paroles, comme tu as dit, beaucoup parlent, ah oui, j'ai utilisé cette parole-là, puis là, on voit l'effet que ça peut avoir sur l'enfant. Ah, merci, c'est un très, très bon apport là-dessus. Je suis content de voir que ça fonctionne bien. Ça ramène aussi aux attentes qu'on a envers les enfants quand on parle de développement socio-émotionnel. Des fois, on a mis une compétence à 3 ans, mais l'enfant là, à 18 mois, ou l'inverse.
on sous-estime ou surestime leurs compétences en développement socio-émotionnel. Fait que ça nous ramène à nos observations puis à nos attentes envers la gestion des émotions des enfants ou peu importe. Non, c'est un très bon point parce qu'un des exemples qui m'a beaucoup frappé de ce jeu, c'est l'enfant partage ses jouets avec les autres. Et tu sais, on va souvent entendre au parc ou même à 2 ans, on va demander à un enfant de partager ses jouets, mais après, tu te rends compte que cette compétence-là, il est même pas capable de l'avoir. Tu sais, fait que c'est pas tant que tu peux y dire 50 fois, ça va rien changer. Tu sais, tu vas juste le rendre mal par rapport à ça. Donc, des fois, ça replace, comme tu as dit, Jenny, là, ça nous replace à nos attentes sur les enfants. Ben, en fait, on a passé au travers, finalement, on a accéléré un peu la fin de parcours, mais on a passé au travers de l'ensemble des projets qui ont été faits avec l'AFCO dans les dernières 3 ans. Fait qu'on a quand même une variété assez différente de projets qui ont été mis de l'avant. D'ailleurs, je salue l'audace de l'association parce que c'est rare qu'on va voir des projets comme ça qui sont mis de l'avant. Il y a des projets là-dedans qui sont très particuliers et que je peux pas vraiment imaginer travailler avec quelqu'un d'autre sur ce genre de projet. Fait que je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des risques qui sont pris aussi pour pousser des idées différentes puis essayer des choses. Donc, il nous reste 4 minutes. On voulait vous questionner sur votre perception du jeu puis vous faire réfléchir un petit peu, mais je crois qu'on n'aura pas vraiment le temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions plus précises avant qu'on quitte. On veut vous donner la chance de vous exprimer si vous avez besoin d'informations, si vous voulez poser une question. Pour ma part, moi, j'ai beaucoup apprécié de voir physiquement, visuellement les jeux parce que j'en ai entendu parler, je les ai vus sur papier. Tu sais, j'ai une meilleure compréhension encore plus. Puis personnellement, j'ai pas joué au jeu, mais pour en parler, partager l'information, je pense que c'est essentiel là, d'avoir un meilleur pouls sur les jeux. Donc, oui, merci. C'était très informatif. Merci Geneviève. Puis oui, ce webinaire-là est conçu pour vous informer, répondre à vos questions, mais aussi démontrer l'importance du jeu. Donc, il va être rendu disponible. Donc, quiconque écoute les vidéos, sentez-vous de communiquer avec la FCO si vous voulez plus d'informations ou si vous êtes intéressé à une séance de jeu dans vos organismes. Donc, on est là pour ça, pour stimuler l'apprentissage à travers tous les centres. Apporter aux familles. Dans les centres, on y va. Oui, il y a certains jeux qui peuvent s'adapter autant aux familles. Là, on visait surtout la clientèle personne-éducateur, mais oui, certains jeux peuvent s'adapter aux familles dans les prises de conscience qui peuvent émerger. Viviane. Est-ce que ces jeux-là sont faits pour la FCO ou c'est des jeux que les gens peuvent se procurer? Je peux laisser Mélanie, ça dépend desquels, mais peut-être... Oui, ça dépend des jeux. Certains des jeux sont présentement en vente dans notre boutique sur Map. Si vous allez sur Map, je pourrais aller voir le lien là, rapidement. Tirtouane-Bûche est en vente sur Map, donc vous pouvez l'acheter sans aucun problème. Les instructions sont à l'intérieur. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour le jouer. Même chose pour Dans mes bottines. Fait que ça, c'est 2 jeux qui sont présentement en vente, disponibles. Les jeux d'enquête, donc on n'est pas sorti du bois, on s'est fait passer un sapin et on n'est pas fait en chocolat. Ce sont des jeux qui sont toujours facilités par l'équipe de la FCO. Donc, si c'est une séance de jeu que vous voulez, on appelle ça une formation sur mesure. Donc, il faut faire demande et on peut se déplacer pour aller faciliter ces jeux-là. Pour ce qui est de la balai dans ton camp, pour l'instant, c'est un nouveau jeu qui est inséré dans notre formation Cultivons l'avenir, comme Jenny le mentionnait tantôt. Fait que celui-là, on le garde exclusif pour le moment. Lâche pas la patate est tout nouveau. Il parle de la pédagogie, donc soyez à l'affût. Il va y avoir des petites annonces prochainement sur comment on va déployer ce jeu-là. Et puis, ça fait le tour des jeux. Donc, je vais aller voir le lien là, pour la boutique, puis je vous mets ça dans le chat tout de suite. Puis j'ai également mis le courriel de ma collègue Manon qui s'occupe des sur-mesures. Donc, si ça vous intéresse, là, son courriel est dans la boîte de discussion si vous voulez communiquer avec elle pour organiser le tout. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse retourner au fil de votre journée. Je vous remercie pour votre présence, puis restez à l'affût du prochain 05 PEF là, pour un autre sujet qui n'est pas encore déterminé, mais qui aura lieu en avril. Donc, je vous remercie, puis bonne journée.
Merci tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup.